Le plus grand danger ne vient jamais de l'ennemi que tu vois, mais de l'ami qui connaît ton cœur, tes rêves et le prix exact de ton âme, les histoires de Sika. Abonne-toi pour nous encourager. Abidjan ne dort jamais vraiment, elle cligne seulement des yeux, et dans ses battements furtifs naissent les décisions qui détruisent des vies. La nuit où tout a commencé, la chaleur collait au mur comme une promesse sale, et les rues de Yopougon vibraient d'une musique trop forte pour couvrir les pensées. Adama était debout près de la fenêtre de son appartement, observant la ville avec un calme trompeur, un verre intact à la main, tandis que son téléphone vibrait sur la table sans qu'il ne le regarde. Depuis des mois, il avait appris à ignorer les signaux, à repousser les appels de sa conscience comme on chasse un moustique dans l'obscurité, persuadé qu'un jour viendrait où il ne sentirait plus rien. Kofi, lui, riait déjà quelque part dans la ville, entouré de visages lumineux, de félicitations sincères, de projets qui semblaient toujours se réaliser sans effort. Kofi avait ce don étrange, quand il entrait dans une pièce, l'air devenait plus léger, les gens l'écoutaient sans s'en rendre compte, et même les échecs glissaient sur lui comme l'eau sur une peau huilée. Adama le connaissait depuis l'enfance, depuis les bancs poussiéreux de l'école primaire, depuis les rêves murmurés sous les manguiers, et c'était précisément cela qui rendait la douleur plus aiguë. Il savait que Kofi n'avait jamais voulu lui faire de l'ombre, et pourtant chaque succès de son ami semblait creuser un peu plus le vide dans sa poitrine. Ils avaient grandi ensemble dans un quartier où l'on apprenait très tôt que la vie ne donnait rien gratuitement. Ils partageaient tout, les repas trop maigres, les humiliations silencieuses, les promesses naïves de réussite. Mais à l'âge adulte, leur chemin, sans jamais vraiment se séparer, avait commencé à se décaler imperceptiblement, comme deux lignes parallèles promises à ne plus jamais se rejoindre. Kofi avançait avec une aisance presque insolente, décrochant des opportunités, gagnant la confiance des gens, tandis qu'Adama, plus réfléchi, plus discret, restait en arrière, convaincu que son heure viendrait, mais incapable de dire quand. Ce soir-là, Adama avait organisé une soirée chez lui. Officiellement, c'était pour célébrer un nouveau contrat que Kofi venait de signer, un projet ambitieux qui allait encore propulser son nom dans les cercles influents d'Abidjan. Officieusement, c'était un test. Un piège invisible, tissé avec des sourires, des bougies et une hospitalité irréprochable. L'appartement avait été préparé avec un soin excessif, la lumière chaude des flammes dessinait des ombres mouvantes sur les murs, la musique traditionnelle ivoirienne se mêlait à des sonorités modernes, et chaque détail semblait calculé pour mettre à nu les émotions. Quand Kofi arriva, vêtu simplement mais avec cette élégance naturelle qui le caractérisait, Adama ressentit une pointe de colère qu'il dissimula aussitôt derrière une accolade fraternelle. Les autres invités parlaient, riaient, buvaient, inconscients du théâtre silencieux qui se jouait sous leurs yeux. Kofi racontait ses projets avec enthousiasme, sans arrogance, convaincu que partager sa réussite était une forme de gratitude envers la vie. Adama l'écoutait, hochait la tête, mais dans son esprit, chaque mot devenait une pierre de plus dans le mur qui se dressait entre eux. Il y avait, ce soir-là, quelque chose d'irréversible dans l'air. Pas une menace évidente, mais une lourdeur sourde, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Adama observait Kofi avec une attention presque clinique, notant ses gestes, ses rires, la manière dont les gens se tournaient instinctivement vers lui. Il se surprit à penser que tout cela aurait dû être à lui, que s'il avait eu les mêmes chances, la même lumière, il aurait fait mieux, plus grand, plus durable. Et cette pensée, au lieu de s'éteindre, s'enracina. La soirée se termina tard. Les invités partirent un à un, laissant derrière eux des verres vides et des promesses creuses de se revoir bientôt. Kofi, légèrement ivre, resta assis sur le canapé, parlant encore de l'avenir avec cette confiance désarmante. Adama, debout face à lui, souriait mécaniquement, mais son regard s'était assombri. Il proposa à Kofi de rester dormir, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Kofi accepta sans hésiter, incapable d'imaginer que cette nuit marquerait le début de sa chute. Lorsque les lumières furent éteintes et que le silence s'installa, Adama ne dormit pas. Il resta éveillé,
fixant le plafond, écoutant la respiration régulière de son ami dans la pièce voisine. Chaque inspiration de Kofi résonnait comme un rappel cruel de ce qu'Adama n'était pas devenu. C'est dans cet état de veille fiévreuse qu'il prit conscience d'une vérité qu'il refusait jusque-là: il n'était pas seulement jaloux de Kofi, il le craignait. Il craignait de rester à jamais dans son ombre, de voir le monde l'oublier, de finir sa vie à raconter ce qu'il aurait pu être. Les jours qui suivirent, Adama commença à changer. Subtilement d'abord, il s'absentait plus souvent, répondait moins aux messages, évitait les discussions profondes. Kofi, absorbé par ses projets, ne remarqua rien. Il continuait de faire confiance, de confier ses idées, ses doutes, ses contacts. Adama écoutait tout, enregistrant chaque information comme une monnaie future. C'est à cette période qu'il fit la rencontre de Yao, un homme discret, toujours impeccablement habillé, que l'on croisait dans des lieux où l'on ne posait jamais trop de questions. Yao parlait peu, mais ses silences étaient lourds de sens. Il observait Adama avec un regard qui semblait voir au-delà des apparences, comme s'il lisait ses pensées les plus enfouies. Leur première conversation fut banale, presque insignifiante, mais Adama en sortit troublé. Yao évoqua des cercles fermés, des hommes qui s'entraidaient pour atteindre le sommet, des réussites fulgurantes que personne n'expliquait vraiment. Il ne parla jamais de magie, jamais de rituel, seulement de liens, de sacrifices nécessaires, et de choix définitifs. Adama savait qu'il aurait dû fuir. Mais au lieu de cela, il revint. Encore et encore. Chaque rencontre avec Yao nourrissait cette part sombre qui grandissait en lui. Il commença à justifier l'injustifiable, à se convaincre que le monde était une jungle où seuls les plus audacieux survivaient. Kofi, de son côté, continuait d'avancer, inconscient du fil invisible qui se resserrait autour de lui. La confrérie ne se présenta jamais comme telle. Il n'y eut ni serment grandiloquent ni cérémonie spectaculaire. Juste des hommes ordinaires, respectés, influents, qui parlaient de réussite comme d'une science exacte. Ils accueillaient Adama avec une bienveillance inquiétante, lui faisant sentir qu'il avait enfin trouvé sa place. Chaque pas vers eux l'éloignait un peu plus de Kofi, mais aussi de l'homme qu'il avait été. Le premier véritable choix arriva un soir de pluie, lorsque Yao lui demanda, presque distraitement, jusqu'où il était prêt à aller. Adama hésita, pensa à son enfance, à ses rêves, à Kofi. Puis il répondit sans réfléchir, avec une certitude qui le surprit lui-même: il était prêt à tout. Et à cet instant précis, quelque chose se brisa en lui, même s'il ne le comprit que bien plus tard. À partir de ce jour, les choses commencèrent à se dérégler autour de Kofi. Des retards inexplicables, des partenaires qui se désistaient sans raison, des malentendus qui prenaient des proportions absurdes. Kofi riait encore, minimisait, persuadé que ce n'était qu'une mauvaise passe. Adama était toujours là, présent, rassurant, offrant son aide avec un dévouement exemplaire. Personne n'aurait pu deviner que chaque geste fraternel cachait un calcul précis. La nuit, Adama faisait des rêves étranges. Il se voyait avancer dans des couloirs sombres, guidé par des voix qu'il reconnaissait à peine. Au réveil, il se sentait vidé, mais aussi étrangement puissant, comme si une force nouvelle circulait en lui. Yao lui expliqua que c'était normal, que tout pouvoir exigeait un prix, et qu'il devait apprendre à ne pas poser trop de questions. Kofi commença à changer lui aussi, mais dans l'autre sens. Le doute s'installa, insidieux. Il se confiait à Adama, cherchant des réponses, ignorant que celui qu'il considérait comme son dernier soutien était devenu l'architecte silencieux de sa chute. Chaque confidence renforçait l'emprise d'Adama, chaque échec de Kofi validait ses choix aux yeux de la confrérie. Le point de non-retour approchait, lentement, inexorablement. Adama le sentait, même s'il refusait de l'admettre. Il savait que ce qu'il avait déclenché ne pourrait pas être arrêté sans conséquences terribles. Pourtant, lorsqu'il regardait son reflet dans le miroir, il ne voyait plus le jeune homme hésitant d'autrefois, mais quelqu'un d'autre,
quelqu'un qui avait enfin l'impression de compter. Et pendant ce temps, Abidjan continuait de vibrer, indifférente aux drames invisibles qui se jouaient dans ses entrailles. La ville avait vu naître et mourir trop de destins pour s'émouvoir d'un de plus. Mais cette histoire-là ne faisait que commencer, et ses répercussions allaient dépasser tout ce qu'Adama et Kofi auraient pu imaginer. Haut du formulaire. Bas du formulaire. Kofi mit du temps à admettre que quelque chose n'allait pas vraiment. Dans un premier temps, il attribua ses revers à la fatigue, à la pression, à cette ville qui exige toujours plus sans jamais expliquer pourquoi. Il se leva plus tôt, travailla plus dur, multiplia les rendez-vous, convaincu que la persévérance finirait par remettre les choses en ordre. Mais plus il avançait, plus le sol semblait se dérober sous ses pas. Les contrats qui devaient être signés disparaissaient à la dernière minute, des rumeurs floues circulaient à son sujet, et certains partenaires évitaient désormais son regard sans lui donner la moindre explication. Chaque fois, Adama était là, calme, posé, prodiguant des conseils mesurés, se montrant solidaire, presque exemplaire. Adama, de son côté, découvrait un monde qu'il n'avait jamais soupçonné. La confrérie ne lui demandait pas d'agir ouvertement contre Kofi. Elle n'avait pas besoin de gestes spectaculaires. Elle fonctionnait comme une toile d'araignée, invisible, patiente, mortelle. On lui apprit à parler au bon moment, à se taire quand il le fallait, à orienter subtilement les décisions. Un mot glissé ici, un silence stratégique là, et les choses prenaient une tournure inattendue. Adama se surprit à aimer cette sensation de contrôle, cette impression d'influencer le réel sans jamais se salir les mains. Plus les difficultés de Kofi s'accumulaient, plus Adama se sentait justifié. Il se répétait que la vie ne faisait que rétablir un équilibre longtemps rompu, que chacun devait payer pour ce qu'il recevait sans effort. Pourtant, certaines nuits, quand le sommeil refusait de venir, il se souvenait des éclats de rire de leur jeunesse, des promesses naïves échangées sous les étoiles. Ces souvenirs le rendaient nerveux, presque fragile. Il apprit vite à les étouffer. Kofi, lui, commençait à s'isoler. Les sourires se faisaient plus rares, les appels plus courts. Il parlait moins de l'avenir et plus du passé, comme s'il cherchait dans ses souvenirs une explication à ce qui lui arrivait. Un soir, assis face à Adama dans un maquis presque vide, il laissa échapper une phrase qui résonna longtemps, il avait l'impression que quelqu'un, quelque part, tirait les ficelles de sa vie. Adama resta silencieux, feignant l'incompréhension, tout en sentant un frisson lui parcourir l'échine. La confrérie exigea alors davantage. Pas un sacrifice spectaculaire, mais une rupture intérieure. Yao expliqua à Adama que le pouvoir ne supportait pas les liens anciens, que la loyauté était un poids pour ceux qui voulaient monter. Il fallait accepter de perdre ce qui avait autrefois donné un sens à sa vie. Adama comprit que le véritable prix n'était pas matériel, mais humain. Et il accepta, persuadé qu'il était déjà allé trop loin pour reculer. Les effets furent rapides. Tandis que Kofi s'enfonçait dans le doute, Adama voyait sa propre situation s'améliorer. Des portes s'ouvraient, des opportunités surgissaient, et des visages influents prononçaient enfin son nom avec respect. Il goûta à cette reconnaissance avec une avidité qu'il ne se connaissait pas. Chaque succès renforçait son sentiment d'avoir fait le bon choix, même si, au fond de lui, une voix murmurait le contraire. Kofi tenta de se raccrocher à ce qu'il connaissait. Il chercha du soutien auprès de sa famille, de ses anciens amis, mais les réponses restaient vagues, parfois méfiantes. Certains l'évitaient comme s'il portait une malédiction invisible. Cette solitude nouvelle le brisait plus que les échecs professionnels. Il se demanda s'il n'avait pas offensé quelqu'un sans le savoir, s'il n'était pas puni pour une faute qu'il ignorait. Jamais il ne pensa à Adama. L'idée même lui aurait semblé absurde. Un soir, Kofi se rendit chez Adama sans prévenir. Il avait besoin de parler, de comprendre, de retrouver un peu de cette complicité d'autrefois. Adama l'accueillit avec chaleur, dissimulant son malaise derrière un sourire maîtrisé.
Ils parlèrent longtemps, évoquant leurs souvenirs communs, leurs rêves d'enfant. Kofi avoua sa peur, sa fatigue, son impression de perdre pied. Adama l'écouta attentivement, mais son regard était ailleurs. Il savait que cette proximité était dangereuse, qu'elle risquait de fissurer la carapace qu'il s'était construite. Après le départ de Kofi, Adama ressentit un vide qu'aucun succès ne parvenait à combler. Il comprit alors que la confrérie ne lui avait pas seulement offert du pouvoir, elle lui avait aussi pris la capacité de ressentir sans calculer. Cette prise de conscience le troubla profondément, mais il la repoussa. Revenir en arrière était impossible. Les jours suivants furent marqués par une accélération brutale des événements. Kofi perdit son dernier grand contrat. La nouvelle se répandit rapidement, amplifiée par des rumeurs malveillantes. Sa réputation, autrefois solide, se fissurait dangereusement. Adama, désormais respecté dans certains cercles, assistait à cette chute avec un mélange d'effroi et de fascination. Il savait qu'il était devenu l'un des rouages de cette machine implacable. Yao le félicita. Il lui expliqua que la phase finale approchait, que tout ce qui avait été semé allait bientôt porter ses fruits. Adama sentit une angoisse sourde l'envahir. Il comprit que la confrérie attendait de lui un dernier engagement, quelque chose d'irréversible. Pourtant, il ne posa aucune question. Il avait appris que le silence était souvent la clé de la survie. Kofi, acculé, commença à douter de tout, même de lui-même. Il remit en question ses choix, ses relations, sa propre valeur. La lumière qui l'avait toujours entouré semblait s'être éteinte. Dans cette obscurité, il se tourna une dernière fois vers Adama, convaincu que son ami ne l'abandonnerait jamais. Cette confiance absolue était à la fois une bénédiction et une condamnation. La ville, indifférente, continuait son tumulte. Les lumières d'Abidjan brillaient comme si rien n'avait changé, comme si les drames intimes n'étaient que des détails insignifiants. Mais sous cette surface éclatante, des destins se croisaient, se brisaient, et se redessinaient dans le silence. Adama le savait désormais, le pouvoir qu'il avait convoité n'était pas une fin, mais un chemin sombre dont il ne voyait plus l'issue. Et au cœur de ce chemin se tenait encore Kofi, inconscient de la vérité qui approchait, mais déjà marqué par un destin qu'il n'avait jamais choisi. Kofi comprit qu'il avait touché le fond le jour où son téléphone cessa presque totalement de sonner. Ce silence, plus violent que n'importe quelle insulte, lui donna l'impression d'avoir été effacé du monde sans cérémonie. Il errait désormais dans Abidjan comme un fantôme vivant, traversant des lieux où il avait autrefois été accueilli avec chaleur, mais où l'on feignait maintenant de ne plus le reconnaître. Chaque regard fuyant, chaque poignée de main écourtée lui rappelait que quelque chose s'était brisé, non seulement autour de lui, mais en lui. Adama observait cette lente désintégration avec un calme apparent. À l'intérieur pourtant, une tension nouvelle s'installait. Ce n'était plus l'excitation du pouvoir naissant, ni la satisfaction amère de voir l'équilibre se renverser. C'était autre chose, une fatigue profonde, comme si son âme elle-même portait un poids qu'elle n'avait jamais appris à supporter. Les hommes de la confrérie continuaient de l'entourer, de le guider, de lui ouvrir des portes, mais leur sourire avait perdu toute chaleur. Désormais, ils ne le voyaient plus comme un aspirant, mais comme un maillon engagé, redevable. Yao lui annonça un soir, d'une voix calme, que le cycle touchait à sa fin. Ce qu'Adama avait demandé avait été accordé, mais le pouvoir, expliqua-t-il, n'était jamais gratuit. Il demanda à Adama s'il se souvenait de ce qu'il avait répondu la première fois, cette nuit de pluie, lorsqu'on lui avait demandé jusqu'où il était prêt à aller. Adama hocha la tête. Il se souvenait trop bien. Yao lui expliqua alors que le dernier acte n'était pas un geste symbolique, ni un rituel secret, mais une décision claire, humaine, irrévocable. Il fallait couper définitivement le lien. Adama comprit que Kofi n'était plus seulement une victime collatérale de son ascension, mais la clé même de son pacte. Tant que Kofi respirait encore dans son cœur comme un frère, le pouvoir resterait instable.
Il fallait que la trahison devienne totale, assumée, consciente. Ce soir-là, Adama rentra chez lui avec une certitude glaciale, il ne pouvait plus reculer sans tout perdre. Pendant ce temps, Kofi, brisé mais lucide, commença à faire le bilan de sa vie. Il repassa mentalement chaque relation, chaque décision, chaque succès. Une idée, d'abord floue, puis de plus en plus insistante, s'imposa à lui, la seule constante de ces derniers mois avait été Adama. Cette pensée le terrifia, non parce qu'il y croyait immédiatement, mais parce qu'il refusait d'y croire. Il passa des nuits entières à lutter contre cette hypothèse, convaincu que soupçonner son ami était la dernière chose qu'il pouvait encore perdre. Un soir, pourtant, il remarqua un détail. Un mot mal placé, une information qu'Adama n'aurait pas dû connaître. Puis un autre. Et un autre encore. Le doute s'insinua lentement, douloureusement. Kofi sentit quelque chose se fissurer en lui, comme une vérité trop lourde pour être portée d'un seul coup. Il décida de confronter Adama, non avec colère, mais avec cette tristesse immense que seuls les cœurs trahis connaissent. Ils se retrouvèrent dans l'appartement d'Adama, là même où tout avait réellement commencé. Les bougies étaient allumées, comme un écho cruel au passé. Le silence était épais. Kofi parla longtemps, évoquant leurs souvenirs, leur amitié, leur promesse de ne jamais se laisser détruire par la réussite ou l'échec. Sa voix tremblait, mais son regard était droit. Il posa enfin la question, simplement, sans accusation, voulait-il encore être son frère? Adama sentit son onde vaciller. Pendant un instant suspendu, il envisagea la possibilité de tout avouer, de tout abandonner, de redevenir celui qu'il était. Mais cette pensée fut rapidement écrasée par le poids de ce qu'il avait déjà sacrifié. Les visages de la confrérie, les avantages acquis, la reconnaissance enfin obtenue, tout cela formait une prison invisible. Il comprit alors que le pouvoir ne lui avait pas seulement demandé Kofi, il lui avait appris à ne plus aimer sans calculer. Adama répondit par des mots vides, des phrases prudentes, ni confession ni déni. Mais ce fut suffisant. Kofi comprit. Il n'eut pas besoin de preuves supplémentaires. La trahison n'était plus un soupçon, mais une évidence silencieuse. Il se leva, le cœur lourd, et quitta l'appartement sans se retourner. À cet instant précis, Adama sentit quelque chose mourir définitivement en lui. Les conséquences furent rapides et brutales. Kofi, déjà fragilisé, s'effondra complètement. Sa santé déclina, son esprit se noya dans une fatigue sans nom. Il disparut peu à peu des cercles sociaux, puis des radars, jusqu'à devenir un nom que l'on prononçait à voix basse, comme une mauvaise histoire. Adama, lui, atteignit ce qu'il avait toujours désiré, le respect, l'influence, la réussite visible. Mais chaque succès sonnait creux. Chaque victoire avait le goût amer d'un souvenir qu'il ne pouvait plus partager. La confrérie tint sa promesse. Elle ne lui demanda plus rien. Elle n'en avait plus besoin. Adama était désormais l'un des leurs, façonné, vidé, efficace. Il avait appris à sourire sans joie, à dormir sans rêve, à vivre sans attache. Les nuits, cependant, Kofi revenait. Pas sous forme de fantôme, mais comme une présence muette dans ses pensées. Adama comprit trop tard que le véritable châtiment n'était pas la perte, mais la conscience. Un matin, Adama se regarda dans le miroir et ne reconnut pas l'homme qui lui faisait face. Il avait tout gagné, mais ne ressentait plus rien. Il comprit alors la morale qu'il avait ignorée dès le début, trahir un ami pour s'élever, c'est réussir dans le monde, mais échouer devant soi-même. Abidjan continuait de briller, indifférente, avalant les rêves et les âmes avec la même voracité. Et quelque part, dans le silence, reposait la vérité la plus cruelle de cette histoire. Adama avait détruit Kofi pour ne plus être son ombre, mais il était devenu à jamais prisonnier de son absence.